Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Si ces mots sont ceux d'un générique bien connu et font référence à un univers fictif où il est question de terrasser des adversaires pixelisés, il semblerait que les liens entre fiction et réalité soient étroits. Aujourd'hui, Pokémon a réussi à s'émanciper de l'aventure solitaire. Les joueurs peuvent maintenant s'affronter en chair et en os. Devenir le meilleur dresseur n'est plus juste un rêve de gosse. Cocaine on the table, liquor pouring, don't give a damn. Do your girlfriend is a groupie, she just try to get in. Saying I'm with the band. Now she acting out of pocket, trying to grab her from my pants. 100 bitches in my trailer say they ain't got a man. And they all brought a friend. D'année en année, la stratégie et la scène compétitive ont subi de nombreuses mutations et se sont largement développées. De la technique du levénard dans les cours de récré en l'an 2000, en passant par les simulateurs de combat supportés par une connexion 56K, jusqu'au dernier championnat du monde suivi par des milliers de personnes, un long chemin a été parcouru. Et l'idée aujourd'hui, ça va justement être de retracer ce parcours sinueux. On a des bails à translucider. Retour sur l'évolution de la strat et la scène compétitive. Au Japon, le jeu vidéo est vite accepté par la société et accapare une place culturelle centrale, contrairement à l'Occident où l'adhésion au médium sera plus longue et contrastée. Quand Pokémon sort en 96 au Japon, petits et grands mettent la main dessus. L'aspect social est incontournable, plus qu'il ne le sera en Occident, et les échanges et combats locaux sont tout aussi importants que l'aventure en elle-même. Par extension, le besoin de compétition se fait ressentir. Il faut dire que la population japonaise a dévoilé cet esprit en avance, notamment avec la culture du high score en salle d'arcade. En 1978 déjà, les Japonais étaient tellement à fond sur Space Invaders sur borne que le titre a provoqué une pénurie des pièces de 100 yens. En 97, un an après la sortie des versions rouge et verte, Nintendo organise ainsi le premier tournoi national de Pokémon et c'est tout un tas de joueurs qui s'inscrivent à la Pokémon League. L'événement s'étale sur plusieurs mois et s'organise un peu partout au Japon avec des combats diffusés sur la chaîne de télévision 64 Mario Stadium. Les vainqueurs des tournois sont sélectionnés pour la finale qui se déroule le 23 novembre 97 à l'événement Nintendo annuel de l'époque, le Space World. Pour vous donner un aperçu des pratiques nippones, des championnats comme ça, il y en aura tous les ans sur l'archipel. La question maintenant c'est comment ça se passe dans le reste du monde. En l'an 2000, Pokémon n'a que quelques mois en Europe, mais c'est déjà un phénomène de société. Dans les cours de récré du monde entier, les enfants collectionnent des petits monstres. Le succès est planétaire et la Pokémania est au plus haut. Devant des résultats pareils et adeptes de stratégies marketing bien ficelées, les têtes de Nintendo s'interrogent sur la façon de monter encore d'un cran l'engouement autour de la franchise. Très vite, une idée prend le dessus. Mettre en place des championnats du monde de Pokémon. La stratégie ? Pour capter un maximum d'audience, l'événement se déroulera à Sydney, en pleine période de Jeux Olympiques. Les premiers tournois se mettent en place rapidement. En France, les boutiques comme Micromania, Toys R Us ou encore Score Game organisent des phases de sélection autour de Pokémon Stadium, sorti en avril. Parmi la foule de jeunes joueurs tentés par l'expérience, un certain François Hangying, qu'on a pu contacter. Âgé de 16 ans en l'an 2000, c'est un grand fan de jeux de stratégie et de baston. Il a découvert Pokémon quelques mois plus tôt et a tout de suite accroché. J'ai mon meilleur ami qui jouait, qui avait commencé le jeu en fait quand il est sorti. Et du coup j'ai découvert en fait quand il a joué et qu'il a ramené son jeu. C'était plutôt prenant. Du coup j'ai aussi un peu mis tous quoi chez moi là, avec ma famille, puis mon pote aussi qui jouait. Et t'as try hard un peu sur les jeux en gros. Ouais, j'étais déjà en fait, j'étais déjà ce qu'on appelle un gamer quoi. Donc c'est normal qu'en fait ça a été naturel de jouer à Pokémon, je dirais. Avec Mewtwo dans son équipe, François vient facilement à bout de ses adversaires. On lui remet un mot de passe qui lui permet de s'inscrire sur le site pokemon.tm.fr et de participer au championnat de France du jeu vidéo Pokémon. Le 1er juillet 2000, au parc des expositions, c'est le championnat de France. L'espace n'est pas très grand, mais il y a du monde. Les joueurs peuvent essayer Pokémon Snap en avant-première et s'entraîner sur Pokémon Stadium. Dans un coin du salon, on diffuse les épisodes de la série animée, et surtout, on peut trouver une zone où faire du coloriage. En tout, ce sont 768 participants qui sont réunis, 288 par tranche d'âge.
Ce que peu de joueurs savent en arrivant sur le tournoi, c'est que contrairement aux phases de sélection, Mewtwo est cette fois banni. Certains l'ont appris la veille au soir, d'autres le jour même, et beaucoup doivent revoir tout leur plan d'attaque. Déjà à l'époque, la tactique de François repose sur le Vénard. Les nombreux points de vie, couplés au cocktail Icoc plus Lilliput du Pokémon, en faisaient déjà un des plus gros tanks de l'époque. Il sera utilisé, voire abusé par énormément de joueurs aux prémices de la strat. C'est avec le Vénard que le champion de Belgique a remporté sa victoire, et c'est avec le Vénard que François vient à bout de ses concurrents jusqu'en finale, où il achève à petit feu le gros lemme de son adversaire dans un long combat d'une trentaine de minutes. Le match a duré environ 30 minutes, c'était vachement long, mais c'est normal, c'est la finale. Gagnant du championnat de France, on promet au garçon 1 an de produits Nintendo. Après quoi on l'avertit sur le tas qu'il participera au tournoi européen et peut-être mondial. Faut croire que l'organisation n'est pas vraiment au point chez Nintendo à cette époque. En fait, après avoir gagné le championnat de France, normalement, Nintendo récupère ma cartouche Pokémon, et normalement, mes Pokémon que j'ai utilisés sont censés être utilisés pour le championnat d'Europe. Donc ma cartouche est censée être gelée, et elle est transférée au siège Nintendo en Europe, en Allemagne. Ce qui se passe, c'est que je sais pas ce qu'ils ont fait là-bas avec ma cartouche, mais ils ont effacé ma partie. Et du coup, j'étais en mode je sais ce que je vais faire de mon été. Hein. Attends, Parce que bon, t'étais obligé de te retaper tout Pokémon pour faire les championnats d'Europe? Ouais, et puis ils ont envoyé une cartouche. Après, j'ai joué en anglais en plus, du coup. Mais ouais, j'avais un peu les boules. Mais du coup, dans un sens, c'était un mal pour un bien, parce que j'ai pu refaire une autre équipe. À Londres, les championnats d'Europe sont 2 crans plus sérieux que ceux de France. Une délégation de membres de Nintendo France accompagne François, ainsi qu'un attaché de presse, plus une équipe d'envoyés spéciaux. Oui, à Londres, à cette époque-là, il y avait eu l'OCTS aussi qui passait, où ils présentaient justement les nouvelles versions de Pokémon qui allaient sortir, et la GBA en exclu. Les joueurs ont chacun leur t-shirt personnalisé. François affiche celui de l'équipe de France qui vient juste de gagner l'Euro. Les phases finales se déroulent sur grand écran. Mon style était offensif, l'idée c'était de saisir le profil du joueur en face et d'anticiper ses actions. En y repensant, c'était un peu comme au poker, avoir la meilleure main, rester calme et serein et mettre une certaine pression à l'adversaire. La simple vue des PV max des Pokémon adverses indiquait le niveau du joueur. Cette fois, François expédie le combat final en 3 minutes. Après avoir passé l'été à recomposer son équipe, c'est le soulagement, François est sacré champion d'Europe et on lui annonce qu'il est temps de s'envoler pour l'Australie et les championnats du monde. L'événement se déroule à Sydney les 20, 21 et 22 septembre 2000. Les Jeux Olympiques ont commencé depuis une semaine. Le championnat s'inscrit dans le cadre du Pokémon Park, un énorme salon consacré à Pokémon avec plus de 150 000 fans au rendez-vous. Huit champions de 8 pays concourent au titre de maître Pokémon. Belges, allemands, hollandais, espagnols, anglais, américains, australiens et français. Les japonais qui sont déjà passés à la 2e génération et qui connaissent tous les ans un tournoi national ne sont eux pas de la partie. Les joueurs assistent à une cérémonie d'ouverture officielle avec casquettes, drapeaux et hymnes nationaux avant les duels. Un vrai show à l'américaine. François Hanging, déjà champion d'Europe, ne réitère malheureusement pas son exploit de la finale européenne. Le truc fou, c'est qu'en fait, pour le championnat d'Europe, tu avais droit à 6 Pokémon. Et sur les 6, après, tu pouvais choisir, par exemple, que tu peux choisir les 3 que tu allais garder. Bien sûr, anonymement, donc l'autre, en fait, chaque joueur voit ces 6 Pokémon, et tu prends les 3 sans qu'aucun des joueurs voit lequel tu sélectionnes. Ce qui s'est passé, c'est qu'en Australie, en fin de compte, tu avais le droit à 12 Pokémon. Et moi, en fait, on m'a demandé, à un moment, on m'avait appelé pour me dire, oui, c'est quoi tes 6 Pokémon pour le championnat? Donc moi, je lui ai dit, tes Pokémon pour le championnat, moi, j'ai juste balancé les 6 que j'avais, parce que forcément, c'était eux. Et les équipes qui étaient censées être gelées n'étaient pas gelées, en fait. Et puis après, oui, il y avait aussi une règle comme ça où, en fait, par action, tu avais 10 secondes, en fait. Tu avais un mec avec son chrono qui... Non, c'était 10 secondes. Et en fait, si tu dépassais 12 secondes, tu étais disqualifié du combat. Donc, il m'est arrivé de perdre contre l'Américain parce que j'ai pris 12 secondes 71 pour jouer. Alors bon, je cherche plus trop à comprendre. Le match final oppose l'anglais Darin Van Vuren à l'allemand Edwin Kroos. Avec son Levénard, Van Vuren vient très facilement à bout de Kroos et devient le premier maître Pokémon de l'histoire. Ce qui s'est passé au championnat du monde, c'est qu'on a tous compris que c'était une grosse blague. Autant que joueur de Pokémon, on savait que c'était n'importe quoi.
Après, chacun pouvait rien dire, c'était comme ça. Du coup, après, on se les refait un peu, enfin voilà, on se les refait à l'hôtel. Et puis on se moquait, genre, ah, t'as pris plus de 12 secondes pour jouer, t'as perdu. Et tout ça, tu vois, on rigolait ensemble. Pour résumer la naissance de la stratégie et la mise en place de la scène compétitive à l'ère de la Pokémania, on peut dire qu'en dehors du Japon, les adultes relèguent ça aux enfants. Surtout, la stratégie est brouillonne, très loin de sa complexité actuelle. Ouais, les événements mis en place et la concordance avec les Jeux Olympiques de Sydney sont des techniques marketing visant à maximiser la visibilité et la domination de Pokémon. On a tiré le filon de la Pokémania à l'extrême. Et alors que les médias parlent déjà des prochains mondiaux qui devraient avoir lieu en 2001, ceux-ci ne se dérouleront jamais. Faut se rappeler que quelques mois plus tard, le soufflet de la Pokémania retombe et l'attention autour de Pokémon se dissipe. Dans ce contexte précis, les fans de Pokémon qui trouvent un intérêt à explorer les mécaniques de combat et qui sont en quête de sensations fortes n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers un média en plein essor. Internet. Parlons de Pokémon Or et Argent. Parmi les nouveautés qu'apporte cette deuxième génération, 2 nouvelles attaques, 2 types en plus, la capacité pour les Pokémon de porter un objet, et surtout la subdivision de la statistique spéciale en attaque et défense spéciale. Si les ajouts sont notables, les combats restent plus ou moins la même histoire que dans la première génération, et surtout, pas de mode online. Et pratiquement plus d'événements en Occident vu que la Pokémania est passée. Frustrés, les joueurs les plus enclins à explorer la strat encore balbutiante et à aiguiser leurs techniques se tournent alors vers les communautés en ligne. Des forums comme Azure Heights par exemple se construisent autour d'un des premiers simulateurs de combat, Porygon Big Show, un outil créé par les fans qui remonte à l'an 2000. Ouais, il y avait déjà des mecs déter à ce moment-là. L'intérêt de Porygon Big Show et par extension de tous les simulateurs qui vont suivre, c'est de permettre de construire n'importe quelle équipe avec les Pokémon et les attaques de son choix, sans avoir besoin d'entraîner et de parfaire ses bestioles pendant des mois. L'accent est donc mis sur le combat, ce qui permet d'explorer toutes les combinaisons possibles dans le domaine. Il faut attendre la sortie de Ruby et Saphir en 2002 pour que la stratégie prenne véritablement son essor. Faut dire que les Pokémon gagnent une nature qui permet d'augmenter une statistique au choix, mais acquièrent également une capacité spéciale, aujourd'hui appelée talent. C'est également la naissance des combats doubles, la météo fait son apparition, ce qui change considérablement l'issue des combats. 100 nouvelles attaques voient le jour, quant aux IV et EV, les statistiques invisibles, tout est remodelé. Conséquence, le metagame, ensemble des stratégies et techniques autour du jeu, se développe considérablement, mais les joueurs souffrent toujours du même problème, on ne peut s'affronter que localement. Côté web, Porygon Big Show qui n'est pas open source montre ses limites et se voit dépassé par l'arrivée de la 3ème génération. Il est vite remplacé par un nouveau simulateur de combat, NetBattle. Comme son prédécesseur, le logiciel permet de créer son équipe en s'appliquant cette fois aux 3 premières générations. L'utilisateur peut sélectionner les moves de son choix, les objets tenus, les IV, les EV, la nature, le talent et peut même rendre le Pokémon chromatique ou non. Sont supportés les combats doubles ainsi qu'un mode Stadium où seuls 3 Pokémon de chaque équipe sont joués, comme les mondiaux en l'an 2000. En 2004, NetBattle est extrêmement populaire et plusieurs communautés comme GameFAQs, Azure Heights encore une fois, ou The Pokémasters organisent des tournois autour de chaque site. Les membres commencent à se connaître, mais la façon de communiquer par IRC n'est pas pratique et on se retrouve avec plusieurs petits groupes disparates. C'est là qu'arrive Chaos, un des programmeurs de NetBattle. Il décide qu'il est temps d'unifier tous ces groupes. Il choisit d'abord de créer un forum qu'il nomme Smogon en référence au nom allemand de Smogo. Le forum ne prend pas mais Chaos ne lâche rien et décide de monter un site en compagnie de camarades rencontrés en ligne. C'est la naissance du site Smogon qui ouvre ses portes le 17 décembre 2004. Originellement, Smogon est un Pokédex en ligne accompagné d'un nouveau forum, mais le site va se développer très rapidement. De plus en plus vivant, Smogon commencera par proposer ses propres analyses stratégiques. Le site profitera aussi très largement du succès des simulateurs comme NetBattle, hyper populaire jusqu'en 2006. Et bien que n'ayant au début aucune légitimité pour créer des tiers, Smogon gagnera tellement en influence au fil des années qu'il deviendra la référence en termes de stratégie et la création de tiers aussi connus que l'Overused. En 2005, la scène compétitive Pokémon n'a pas grand chose à voir d'un continent à l'autre. Les Japonais ont profité d'un championnat national tous les ans depuis 1997, n'ont jamais connu la même frustration à ce niveau que le reste du monde, et ne partagent pas l'engouement des simulateurs propres aux États-Unis, où l'explosion de Smogon et NetBattle a réussi à atteindre une grande niche de stratèges. En France aussi, les joueurs sont moins nombreux à zoner sur simulateur. Ce qui se dégage surtout, c'est l'envie de s'affronter sur console, et c'est de cette volonté que naît l'un des premiers gros tournois notables depuis la Pokémania, les Pokémon Masters de 2005. L'événement se déroule à la Cité des Sciences au mois de septembre et est organisé par Pokémon France, anciennement Pokélord, qui avait déjà organisé un tournoi similaire un an plus tôt, mais beaucoup plus restreint. La force des Pokémon Masters de 2005, la sponsorisation par Nintendo et Bandai. Mais surtout, Pokémon France s'associe à l'ESL pour l'occasion, l'Electronic Sports League, une association notamment connue pour avoir organisé les finales françaises de jeux comme Warcraft 3 ou encore Counter-Strike.
L'idée ici, c'est que l'ESL permette un classement national des joueurs de Pokémon, ce qui ne se passera pas vraiment comme prévu, mais on le verra plus tard. Les Pokémon Masters accueillent 512 joueurs et les matchs se font sur Pokémon Colosseum. Le tournoi récolte un tel succès qu'il est comparé avec les annuels Pokémon Festa au Japon qui sont revenus remplacer les Nintendo Cup à partir de 2002. C'est assez dingue et les organisateurs se disent que le meilleur est à venir. L'année 2006 marque les 10 ans de Pokémon depuis la sortie au Japon en février 1996. Et c'est aux États-Unis qu'est célébré l'anniversaire de la franchise avec le Journey Across America, une série d'événements qui se déroule du 25 février au 8 août. Tous les fans du pays sont conviés à un grand tournoi autour du jeu vidéo qui divise les joueurs en deux catégories, les moins de 12 ans et ceux à partir de 13 ans. Surnommée Fête de la décennie, la finale se tient le 8 août au Bryant Park à New York et lève un point assez intéressant. La finale est commentée par Hulk Hogan, un ancien célèbre catcheur. Today is the 10th anniversary of Pokemon, and all the characters are champions. The kids that play the game become champions. It's all about positive things and dedication, focus, and it's just a really good vehicle for the kids to practice focus, get involved, stay consistent. So the Pokemon characters have been very good to my son Nick. I've been a big fan. The movies, the video games, the cards, they're all a bunch of fun. On dirait bien que la réputation post-Pokémania reléguant les jeux à une niche de joueurs commence à battre de l'aile. Le metagame n'est pas encore l'affaire de tous, mais c'est un vrai pas en avant. Autre chose, les gagnants remportent un voyage à Tokyo ainsi qu'une Game Boy Advance ornée de diamants. On peut dire qu'en termes de récompense, on monte d'un cran par rapport à tout ce qui a été fait avant, mais est-ce qu'on s'approche réellement de l'e-sport dans la volonté directe des Pokémon Masters 2005 ? C'est pas pour tout de suite. Mais en tout cas, l'année 2006 marque la fin des jeux Pokémon en ligne. Il faut dire que de grands changements s'apprêtent à voir le jour.